Merci beaucoup, un grand merci à Sue pour cette remarquable démonstration, tout à la fois visuelle et historique. Nous sommes tous restés devant cette formidable démonstration de la continuité aussi du regard de Picasso sur Purvi Chavan. Nous allons devoir sauter la pause tant promise parce que la qualité des interventions nous donne envie de continuer. Et nous remercions Ophélie Ferlier-Boite de venir nous parler aujourd'hui. Merci à Ophélie, chers collègues et conservatrice sculpture au musée d'Orsay, qui a réalisé, qui a été co-commissaire de l'exposition Gauguin, l'alchimiste au Grand Palais l'an dernier, et qui vient nous parler aujourd'hui des liens et du regard de Picasso sur Gauguin, ces deux imagiers barbares, comme elle nous le démontrera, au travers de figures importantes que sont Paco Dourio et d'autres figures dont elle va nous parler à l'instant. Merci beaucoup, Ophélie, de ta présence aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolée que vous soyez privés de pause. Donc merci infiniment aussi au commissaire de l'exposition, bien sûr, de m'avoir conviée à ce colloque. Et puis particulièrement évidemment à Claire, avec laquelle j'ai toujours des discussions très riches, et à Stéphanie Molins, qui m'a bien aidée pour la préparation de cette présentation. Alors effectivement, j'ai appelé cette communication « Les imagiers barbares ». D'emblée, il faut vous dire que j'ai détourné totalement une formule d'André Salmon, puisque André Salmon utilisait cette formule pour parler en réalité de l'approche qui était celle de Picasso au moment du cubisme, pour expliquer sa volonté de donner des hommes et des choses une représentation totale à partir d'une géométrisation des corps. Donc c'était vraiment un cas très spécifique pour lequel Salmon utilisait cette formule, mais j'ai trouvé que cette formule résonnait assez bien avec la figure de Gauguin, évidemment, et en l'espèce, elle me sert à établir un point de contact entre Gauguin et Picasso qu'on va étudier aujourd'hui ensemble. C'est un très vaste sujet qui pourrait nous entraîner une bonne partie de la journée, même de la nuit, mais j'ai choisi de la circonscrire à la période de l'exposition, aux passeurs qui ont fait le lien entre ces deux artistes pour aussi faire la continuité avec la journée d'hier. Deux artistes qui ne se sont jamais connus et qui pourtant entretiennent des similitudes parfois troublantes dans leur posture artistique et l'approche libre des disciplines qui est la leur. Commençons par dresser une petite chronologie de la découverte de Gauguin par Picasso. Quand Picasso effectue ses premiers séjours à Paris, Gauguin n'est pas là, il est déjà à Tahiti. Pour la deuxième fois, il est parti à Tahiti, ensuite il sera aux Marquises et il meurt peu après, on en reparlera. Gauguin est alors un mythe vivant dans les milieux parisiens et même européens, et son absence renforce bien évidemment son aura. Lors du premier séjour de Picasso à Paris en 1900, Picasso fréquente essentiellement la colonie espagnole, et c'est probablement, je pense, par Zuloaga que Picasso fait la connaissance de Francisco di Paco Dourio, qui joue un rôle tout à fait décisif dans la diffusion du mythe gauguinien parmi les artistes du début du XXe siècle et aussi parmi cette jeune génération. Dourio était en France depuis 1888 et il avait connu Gauguin justement avant son dernier voyage à Tahiti. D'ailleurs, Gauguin le considérait, comme beaucoup d'autres, comme son élève, on va en reparler. Ici, je vous montre un portrait souvenir de Dourio par Picasso, peint à Tahiti, qui sans doute évoque la fête du départ organisée en l'honneur de Gauguin, lors de laquelle Dourio a pris une guitare et s'est mis à chanter. On peut la comparer avec des dessins un peu plus tardifs de Picasso et on retrouve ce personnage de Dourio. Donc évidemment, c'est une image tout autre et assez caricaturale qu'en livre Picasso et en même temps très attachante donc de ce petit personnage que vous voyez. Alors, j'arrive pas à faire marcher le pointeur, mais vous le voyez très bien. D'autant plus que j'ai un zoom après, donc ça va vous convaincre. Merci Scarlett. Ah oui, d'accord, c'est celle du dessus. Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez ici que Picasso le représente tenant l'une de ses céramiques, et ça aussi, on va en reparler, les céramiques de Paco Dourio, que je vous ai mis en parallèle, justement, une céramique à peu près de la même période de Paco Dourio, et l'amitié qui va se nouer entre Picasso et Paco Dourio, on va le voir, va avoir une importance fondamentale pour Picasso.
Avant son dernier départ pour Tahiti, Gauguin avait justement laissé à Paco Durió de nombreuses œuvres. Alors, ce qui est très intéressant dans la collection Paco Durió, c'est que, contrairement aux autres collections que Picasso a pu connaître, on a là une collection qui n'est pas celle de grands chefs-d'œuvre de la peinture, même si évidemment, ça, ce magnifique tableau de Nirvana, mais surtout, c'est une collection qui est constituée de très nombreux dessins et très nombreuses gravures. Donc, c'est une collection dans laquelle on voit vraiment le Gauguin expérimentateur qui va particulièrement intéresser Picasso. Dès le second séjour à Paris de Picasso, il est en contact avec Ambroise Vollard, bien sûr, on le sait et vous le savez mieux que moi, et il a sans conteste vu également chez Vollard certaines œuvres de Gauguin. Vollard a certes énormément vendu des œuvres de Gauguin, mais il en a aussi gardé un certain nombre. Ici, vous en avez 2, par exemple, que Gauguin a forcément connu. De plus, à ce moment-là, Vollard a sans doute encore en sa possession ce tableau somme, évidemment, et fondamental de Gauguin, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, que Picasso a sans doute vu avant sa vente. Donc, et d'ailleurs, Richardson nous raconte que Picasso aimait écouter Durió parler de l'effet charismatique qu'avait produit Gauguin à son retour de Tahiti et de ses problèmes d'argent. D'un intérêt particulier pour Picasso était la saga de la vente de son chef-d'œuvre, D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, un collectionneur espagnol, ami de Durió, vente sabotée par Vollard. Vollard le vend en effet plus tard à Gabriel Friso. Que Picasso ait vu ou non cette toile majeure de Gauguin, il est évident que Durió lui en a parlé, et évidemment de nombreux auteurs ont noté les parallèles possibles entre ce tableau et la vie de Picasso. J'insiste pas parce que ce qui va nous intéresser aussi, c'est pas tant les parallèles formels que vous allez voir la figure réellement de Gauguin. Autre collection importante et que Picasso a vue, c'est la collection d'Olivier Sincère, avec lequel il se lie également à cette période. Ce conseiller d'État qui avait quelques très beaux Gauguins, et notamment ce tardif et l'heure de leur corps, aujourd'hui au musée d'Orsay. Dans ses souvenirs, l'ami Jaime Sabartés a raconté le déroulement d'une nuit fiévreuse pendant le second séjour parisien de Picasso, qui a une importance capitale pour notre sujet. En décembre 1901, Picasso se rend à la tombée de la nuit avec Sabartés dans l'atelier de Durió au Bateau Lavoir. Je laisse la parole à Sabartés. L'air de la rue et la conversation avec Durió distrait Picasso. On lui voit montrer un tel intérêt pour ce que fait Paco qu'on s'imagine qu'il vient de découvrir sa sculpture. On parle de Gauguin, de Tahiti, du poème Noa Noa, de Charles Maurice et de 1000 autres choses dans ce goût-là. Picasso prend part à la conversation avec une telle ardeur qu'il semble même oublier la raison de sa tristesse. Et soudain, dans la chaleur de l'entretien, il se met à raconter ce qu'il avait mis jusqu'alors tant d'obstination à garder pour lui. Il y a beaucoup de choses dans cette citation, mais on sent bien que c'est une nuit décisive, véritablement cathartique pour Picasso, parce qu'elle lui permet d'exprimer à ses amis le fait qu'il souhaite retourner en Espagne. Et aussi, je pense que c'est très intéressant pour voir l'intérêt aussi de Picasso pour la sculpture qui se dessine véritablement à l'occasion, à la suite, on pourrait dire, de cette nuit décisive, puisqu'elle précède de peu la première sculpture connue de Picasso, sans doute réalisée à Barcelone, justement, en 1902, cette femme assise en terre crue. Une autre personnalité fondamentale qui fait le lien entre Gauguin et Picasso, eh bien, c'est Charles Maurice. Charles Maurice, ce poète et critique d'art, qui d'ailleurs a découvert Picasso grâce à Durió, fervent admirateur de Gauguin et de Durió. Quant à Picasso, il ne le comprend pas tout à fait, mais c'est un autre sujet. Et justement, c'est à Charles Maurice que Gauguin avait confié la rédaction de poèmes en prose, ce qui scandait donc Noa Noa, donc avec cette alternance de récits du poète et du conteur. Justement, Picasso racontait à Pierre Daix avoir recouvert de dessins un exemplaire de Noa Noa donné par Charles Maurice en 1902. Alors ici, vous voyez l'édition justement de 1901 qu'en a faite Maurice, d'ailleurs hors du contrôle de Gauguin, qui est une édition sans illustration, donc avec des textes uniquement, qui est probablement d'ailleurs celle donnée par Charles Maurice. Donc on comprend bien que Picasso ait eu envie de la recouvrir de dessins, parce que voilà, c'est une édition plutôt austère. Malheureusement, l'exemplaire qui a appartenu à Picasso est aujourd'hui perdu, mais Ron Johnson relate dans un manuscrit inédit que Claude, le fils de Picasso, se souvient s'être émerveillé que son père l'ait fait relier d'une couverture dorée rehaussée de pierres précieuses. Donc
ce Noa Noa devient un véritable talisman, comme le dit Cooper, qui prétendait l'avoir examiné, et un objet véritablement mythique. Picasso est à Barcelone quand il apprend la nouvelle de la mort de Gauguin, sans doute par Michael Utrillo d'ailleurs, on connaît bien ce dessin qui est à gauche de Picasso, daté par Picasso de décembre 1903, que ce soit ou non le cas. En tout cas, l'inscription de cette date montre que ça intervient après la mort de Gauguin. Picasso franchise son prénom, clin d'œil évidemment au prénom de Gauguin aussi. Et en étudiant la collection Douriot de plus près, on se rend compte que dans la collection Douriot, il y avait ce dessin d'Ève qui quand même est assez intéressant à mettre en parallèle avec cette figure dessinée par Picasso. Alors, on a tout à l'heure évoqué rapidement le bateau lavoir. Justement, en mai 1904, lorsqu'il s'installe définitivement à Paris, Picasso reprend l'atelier de Paco Douriot au bateau lavoir et fréquente bien évidemment toujours Douriot. Ce bateau lavoir, qui s'appelait avant la Maison du Trappeur, a justement une importance centrale aussi. Et puis, finalement, il y a une présence de Gauguin qui est assez ancienne dans cette maison, puisque le premier artiste connu à s'installer dans ce bateau lavoir, c'est Maxime Maufra en 1892. Et Maufra raconte justement dans ses mémoires que Gauguin est venu lui rendre visite au bateau lavoir, alors la Maison du Trappeur. Donc Maufra raconte « Un après-midi de novembre 1893, j'entendis frapper à la porte de mon atelier. Je criai « Entrez !» et ma surprise fut grande de voir le grand diable de Paul Gauguin paraître sur le seuil de ma porte. Coiffé d'un bonnet d'Astrakhan, il semblait plutôt revenir des pôles que des tropiques. Il regarde les œuvres de Maufra, et Maufra dit « Nous nous étions compris, nous devenions amis, et nous devions beaucoup nous voir. » Salmon raconte également dans les Souvenirs sans fin qu'il lui semble que Paul Gauguin était venu d'atelier en atelier porter la bonne parole au futur bateau lavoir, en disant « Tu seras symboliste ». En parlant de symbolisme, une autre personnalité qui fait le lien évidemment entre Picasso et Gauguin, c'est Jean Moréas. À gauche, vous avez ce beau dessin de Gauguin, qui d'ailleurs est passé récemment en vente, avec justement cette phrase de Gauguin « Soyez symboliste » et un petit croquis de Picasso un peu postérieur à l'époque à laquelle il fréquentait les soirées de la Closerie des Lilas, les soirées vers et prose, légendées Moréas Gras. Quelques années s'étaient passées évidemment entre les deux représentations de Moréas. Les Stein, que Picasso fréquente à partir de 1905, possèdent également, bien évidemment, des œuvres de Gauguin. À gauche, ici vous avez un dessin de Picasso qui se réjouit d'aller voir les Gauguin d'Estagne rue de Fleurus. Et donc il dit « Nous irons chez vous lundi prochain pour voir les Gauguin et avant pour déjeuner ». Et il légende ce dessin licencieux, une très belle danse barbare, pas du tout dans le style de Gauguin d'ailleurs, mais justement je trouve cette petite pirouette assez intéressante et très révélatrice de Picasso. Ici, vous avez deux des Gauguin de la collection Stein, vus par Picasso justement à l'occasion de ce déjeuner. Et c'est justement Léo Stein qui, au printemps 1906, fait découvrir à Picasso la collection de Gustave Fayet, puisqu'il fallait aller dans toutes ces collections à l'époque pour voir à Paris, évidemment, des Gauguin. Il n'y en avait pas au musée du Luxembourg. Ici, vous voyez un cliché de la rue de Bellechasse, appartement de Gustave Fayet, dans lequel vous reconnaissez de très nombreux Gauguin. On voit Oviry, on voit Rouppé-Rouppé, Théari, Vainet, etc. Continuons notre chronologie à marche un peu forcée et on arrive à la période de Gozol, période à laquelle Picasso expérimente pour la première fois la sculpture sur bois, comme Gauguin, avant lui, était le premier à réhabiliter, ou plutôt à inviter dans une pratique véritablement artistique la sculpture sur bois. Gauguin, on sait à quel point Gozol est un élément déclencheur, mais on peut faire le parallèle avec cette idée d'aller quelque part pour approfondir une quête de primitivisme, qui est finalement ce que Gauguin a fait aussi toute sa vie. En tout cas, au retour de Gozol, Picasso, sans doute sous l'impulsion de Paco Douriot, se met à la céramique. Ici, vous avez la seule céramique qui était, enfin, le modèle de la seule céramique qui était dans la collection de Paco Douriot. On sait qu'il avait un des exemplaires de ce pot.
vous voyez, extrêmement radical. Je vous montre donc l'une des premières céramiques de Picasso. Je crois que quand on parle de la sculpture de Picasso, il faut toujours réfléchir avec les exemplaires originaux. C'est très important, et d'ailleurs Picasso lui-même disait que notamment les fontes qui avaient été faites par Vollard de cette œuvre n'importaient pas. Ce qui importait, c'était vraiment d'avoir l'original, et en l'occurrence cette sculpture dont je pense qu'elle a dû être abîmée justement lors du processus de moulage pour la fonte, puisque la glaçure a vraiment sauté. En tout cas, elle a été réalisée et cuite dans le four qu'avait Douriot à Montmartre, et ça c'est très important pour notre sujet. Autre chose qui est intéressant, la sculpture est creuse, comme ça a été souvent noté, et pour moi, ça fait écho aussi à la méthode de travail qui était celle de Gauguin et d'ailleurs aussi de Douriot, à savoir de travailler avec une main à l'intérieur et une main à l'extérieur pour vraiment pouvoir au plus près modeler les différents volumes, et parfois d'ailleurs repousser de l'intérieur certains volumes. Autre élément intéressant que je ne m'explique pas tout à fait d'ailleurs techniquement, mais c'est à creuser, puisque je ne l'ai jamais eu entre les mains, c'est cet encadrement qui en réalité est une moitié de moule, ici, que vous voyez, qui sert pour Picasso finalement à mettre en valeur sa figure. Justement, Oviri, cette sculpture absolument fondamentale de Gauguin, joue un rôle central pour Picasso évidemment, mais pour bien d'autres artistes. Oviri, comme on l'a dit, était dans la collection Fayet, donc forcément Gauguin l'avait vu avant même la rétrospective du Salon d'automne dont je vais vous parler juste après. J'insiste pas sur tous les liens formels qu'on peut faire avec les œuvres de Gauguin. Ce qui est intéressant, c'est que certes, il avait vu la sculpture, Oviri même, mais surtout dans la collection Douriot, et ça a peut-être été moins vu, se trouvait un dessin préparatoire pour Oviri, que vous voyez à droite ici, d'ailleurs intitulé Diane, et c'est intéressant pour la jeunesse de l'œuvre, dans lequel on voit très bien que la position, et notamment ses jambes de profil, sont très accentuées. Et Claire Bernardi, quand je lui ai montré ce dessin de la collection Douriot, a tout de suite pensé, et je trouve que c'est assez frappant, à ce nu sur fond rouge du musée de l'Orangerie. On voit très bien que plus encore qu'avec la céramique, on a vraiment un lien dans le traitement des seins, des bras, etc., avec le dessin qui était dans la collection de Paco Douriot. Justement, la rétrospective Gauguin, qui a eu lieu dans le cadre du Salon d'automne de 1906, donc une rétrospective posthume, il a fallu plusieurs années pour la mettre en place, comportait pas moins de 247 œuvres de Gauguin, et c'est une rétrospective, on le sait, qui agit comme une véritable lame de fond, parce qu'il y a là un rassemblement, certes de peinture, mais aussi bien évidemment de céramique, de sculpture, de dessin, de gravure, d'ailleurs présenté par collectionneurs dans le catalogue, ce qui est très intéressant. C'est véritablement un rassemblement qui marque tous les esprits de la jeune génération, Picasso, Derain, Matisse, bien sûr. Enfin, voilà, ça ne se limite absolument pas à Picasso. C'est un sujet en soi, d'ailleurs. Il est certain qu'on retrouve dans les œuvres de ces très nombreux artistes de la nouvelle génération une influence accrue de Gauguin, après avoir vu ce rassemblement tout à fait magistral. Alors, justement, nous, ce qu'on va... Vraiment, le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est vraiment la portée de Gauguin sur Picasso, mais pas tant stylistiquement et formellement que justement en tant que figure, que personnalité artistique, et donc un aspect qui, selon moi, a une portée à la fois plus large et plus diffuse que juste un rappel formel. Paco Douriot publie à cet égard un texte fondamental dans l'hommage posthume à Gauguin, qui est publié à l'initiative de Charles Maurice dans le Mercure de France, peu après la mort de Gauguin. Et Douriot écrit « L'influence de Gauguin n'atteignit guère qu'un groupe restreint, directement du moins. Il y a pourtant quelque chose de lui, plus ou moins, chez tous les jeunes de ce temps. » Et évidemment, Douriot, dont Fernand Olivier notamment a dit que ses deux admirations étaient justement Gauguin et Picasso, pense évidemment à Picasso quand il écrit ce texte. Pierre Cabane va aussi dans ce sens-là. Il écrit que la personnalité de Gauguin l'a fortement impressionné.
Son refus de la civilisation, la distance qu'il a prise avec ses semblables en vivant tel un primitif en plein Pacifique, son orgueil hautain, son goût du symbole, de l'idée, nourri de philosophies assez confuses mais liées au respect de la nature, de l'homme, à l'amour de la liberté, ne pouvaient que séduire Picasso. On connaît bien évidemment la capacité de Gauguin à cristalliser l'attention, voire à éclipser tout ce qui l'entourait, notamment dans le milieu de l'école de Pont-Aven et des Nabis. Je vous rappelle ce qu'en a écrit Maurice Denis. Gauguin était tout de même le maître incontesté, et c'est comme ça évidemment qu'il se comportait. Par sa personnalité, sa posture, Gauguin joue un rôle incontournable de passeur vers le XXe siècle, comme en attestent d'ailleurs ses propos retranscrits par Charles Maurice dans cette préface du Salon d'automne de 1906 qui a été abondamment lue par les jeunes artistes. Charles Maurice cite Gauguin et notamment les lettres que Gauguin lui envoyait. Et là, on a des phrases qu'on a tous en tête et qui en réalité dont la diffusion vient de cette préface du Salon d'automne de 1906. Donc Maurice écrit « Il pensait qu'en art, il n'y a que révolutionnaire ou plagiaire », phrase de Gauguin. Il rappelle aussi dans ce texte sa phrase bravache que Gauguin lui a écrite peu avant sa mort. « Tout ce que j'ai appris des autres m'a gêné. Je peux donc dire, personne ne m'a rien appris. » Il continue « Il est vrai que je sais si peu de choses. » Et la suite « Et qui sait si ce peu de choses exploitées par d'autres ne deviendra pas une grande chose ?» Gauguin fait une véritable prophétie, évidemment, dans ce texte, mais en réalité, si on pousse plus loin, on voit que ce « personne ne m'a rien appris » pourrait avoir été prononcé par tous les jeunes artistes du début du XXe siècle, Picasso en tête, qui élaborent un langage plastique nouveau en rupture avec le passé. J'ai eu envie d'établir un parallèle avec ce que Sabartès a écrit au sujet de l'état d'esprit de Picasso lors de son séjour de 1901 à Paris. Je cite Sabartès, « Nous soutenons alors avec acharnement, car l'idée vient de Picasso, que l'artiste authentique doit tout ignorer, que le savoir embarrasse, empêche de voir et gêne l'expression par manque de spontanéité. Dans les musées, les œuvres des primitifs nous démontrent la valeur de notre doctrine. Elles témoignent d'une innocence non contaminée par l'artifice. » Je vous ai mis, alors c'est un peu le reliquat de ma première communication que j'ai changée 60 fois, mais juste pour vous montrer peut-être toutes ces influences mêlées qu'on retrouve aussi bien d'ailleurs dans la céramique de Gauguin que chez Picasso, et j'ai eu envie de le mettre en parallèle avec ces petits croquis de Picasso pour vous montrer la grande variété des sources, ce spectre très large, ce primitivisme au sens très large qui est le leur, c'est-à-dire un primitivisme de l'ailleurs, mais aussi de l'avant, qui est extrêmement important. Quoi qu'il en soit, justement, cette démarche artistique d'un Picasso qui absorbe tout ce qui l'interpelle tout en affirmant sa singularité et sa modernité rappelle évidemment irrésistiblement la posture de Gauguin. Je vais maintenant m'intéresser pour ce dernier volet de ma présentation aux similitudes des systèmes Gauguin et Picasso, notamment dans leur méthode de travail. Un premier point de contact qu'on peut établir, c'est le point de la recherche perpétuelle. Maurice, justement, toujours dans cette préface du catalogue du Salon d'automne de 1906, cite ce célèbre texte de Strindberg qui compare Gauguin à un titan qui, jaloux du créateur, à ses moments perdus fait sa propre petite création, l'enfant qui démonte ses joujoux pour en faire d'autres, celui qui renie et qui brave. Et justement, Gauguin, avant même Picasso, avait justement cette faculté à jouer, parfois d'ailleurs avec irrévérence, avec un corpus très resserré de motifs qu'il manipule, qu'il fait évoluer, qu'il décline, qu'il réinvente. Et je trouve cette démarche tout à fait intéressante dans la perspective de notre sujet. Je voulais aussi établir un parallèle avec ce que Werner Spies a écrit dans le catalogue Picasso sculpteur. Il a mis en lien justement l'œuvre de Picasso avec la poésie expérimentale de Gertrude Stein et cette célèbre formule de Gertrude Stein, « A rose is a rose is a rose », avec cette idée de déclinaison, de rapport mobile entre les termes, et l'idée pour lui qu'il n'y a justement pas d'image juste et définitive chez Picasso. Ce qui est intéressant, c'est que Picasso en fait une conclusion tout autre que Gauguin, et avec le sens de la formule qu'on lui connaît. C'est un entretien qui est plus tardif, qui date de 1926, mais il est cité donc, dans la revue Ogoniok. Je cite donc « On me prend d'habitude pour un chercheur, je ne cherche pas, je trouve ». À l'inverse de Gauguin, finalement, qui lui disait qu'il cherchait perpétuellement.
En tout cas, quand on regarde les œuvres véritablement et le processus créateur, il y a tout de même quelque chose, puisque justement, dans la collection... Ah, je suis aussi atteinte du même mal du PowerPoint qui bloque. Ah, ça y est. Vous avez ici 4 gravures de Noa Noa qui étaient dans la collection donc, de Paco Durieux, forcément vues par Picasso, dans lesquelles on voit justement ce processus créatif de Gauguin à l'œuvre, particulièrement gravure, c'est passionnant. Gauguin donc, avait pour habitude de faire des tirages à des états successifs d'avancement du bloc de bois et aussi à faire plusieurs passages colorés, à faire des rehauts d'aquarelle, des transferts, etc., qui faisaient que finalement chacune de ces gravures devenait un exemplaire unique. Et j'ai vu des parallèles, je connais très mal la gravure de Picasso, et puis il utilise principalement la pointe sèche, mais avec finalement ce qui est écrit dans le catalogue de l'exposition, voilà, comme quoi Picasso réalise également de nombreux états intermédiaires dans ses gravures, recycle, bricole, etc. Et finalement une approche assez semblable dans l'état d'esprit, en tout cas, de cette évolution perpétuelle de l'œuvre. Le deuxième point de contact qui me semble intéressant dans ces méthodes de travail, c'est l'invention par la manipulation. Je cite Armand Seguin sur Gauguin. Il inventait tout. Il avait inventé son chevalet, il avait inventé une manière de préparer ses toiles, il avait inventé un procédé pour reproduire les aquarelles. Pour d'autres, comme Pissarro, justement, cette manipulation perpétuelle qui est celle de Gauguin a un côté agaçant, voire l'éloigne de l'art avec un grand A, puisque Pissarro mentionne Bracquemond et parle d'art de matelot à propos de la céramique de Gauguin, parle également de biblotage. Il dit « le fond du caractère est anti-artistique, c'est plutôt du biblotage ». Et justement, quand Werner Spies, toujours dans le même catalogue de Gauguin sculpteur, parle de Picasso comme étant un grand bricoleur, il me semble qu'il y a là quelque chose de tout à fait proche. Tous deux fabriquent d'ailleurs des objets du quotidien ou pensent ou en dessinent. Cette canne dessinée par Picasso, tout à fait étonnante d'ailleurs, avec un pommeau tout à fait étonnant à gauche, et voilà, que je vous ai mis en parallèle avec cette canne de Gauguin, ce qui pourrait être un miroir, les trois nus de Picasso, où on voit que l'art infuse tous ces objets du quotidien, et pour Gauguin, ça allait très loin, puisqu'il se mettait en scène avec ses cannes, évidemment grimées, etc., et ça faisait véritablement partie de son personnage. Dernier aspect très important sur ces méthodes de travail, c'est l'approche du matériau que j'ai un peu abordé tout à l'heure. Picasso comme Gauguin ont une approche du matériau, donc de la matière dans laquelle ils travaillent, dont ils respectent les qualités tout en se l'appropriant, voire en les détournant, qui est véritablement fondamental dans leur démarche. Ce que Maurice a d'ailleurs résumé dans la préface du catalogue du Salon d'automne de 1906 par un oxymore. Donc Gauguin fut le divin bourreau de toutes les matières. Gauguin attribue d'ailleurs au feu du four du potier une puissance tout à fait mystique, on connaît bien cela. Je cite, « La matière sortie du feu revêt donc le caractère de la fournaise et devient donc plus grave, plus sérieuse à mesure qu'elle passe par l'enfer ». Et selon Richardson, Picasso avait été initié à ce genre de conception par Apollinaire et Jacob et allait adopter la même approche divine, quasi divine, de la sculpture. Quoi qu'il en soit, et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, la taille directe du bois est un lien absolument évident entre Gauguin et Picasso, puisque c'est Gauguin qui avait mis à l'honneur à la fois le bois et en même temps le processus de la taille directe, dans le respect du matériau et de la spontanéité du geste artistique. D'ailleurs, de l'aveu même de Gauguin, le caractère sauvage qu'il recherchait s'exprimait de manière privilégiée justement dans les objets, dans les céramiques et le bois, puisque ce sont des matériaux qui étaient travaillés justement dans les sociétés dites primitives, à l'inverse de la peinture. J'ai trouvé intéressant de comparer justement cette conception avec ce qu'on pouvait trouver chez Picasso. Alors, comme souvent chez Picasso, évidemment, ce sont des entretiens plus tardifs que la période qui nous occupe. Mais quand même, cette conversation tardive avec Brassailles est vraiment très intéressante.
Je vous la livre. « Il me semble étrange qu'on en soit venu à faire des statues en marbre. Je comprends qu'on puisse voir quelque chose dans une racine d'arbre, une lézarde de mur, dans une pierre corrodée, un galet. Mais le marbre, il se détache en bloc, ne propose aucune image, il n'inspire pas. » Michel-Ange n'aurait pas dit ça, bien sûr. Mais, justement, comment Michel-Ange pouvait-il voir son David dans un bloc de marbre? Si l'homme est venu à fixer des images, c'est qu'il les découvrait autour de lui, presque formées, déjà à portée de sa main. Il les voyait dans un os, dans la bosselure d'une caverne, dans un morceau de bois. Une forme lui suggérait la femme, l'autre un bison, une autre encore la tête d'un monstre. Et là, on fait un lien tout à fait évident avec Gauguin et cette citation tirée d'une lettre de Gauguin dans laquelle il parle de cette œuvre, Harry Matamoe, et il dit « Je viens de terminer une tête de Canaque coupée. Je crois que c'est un joli morceau de peinture. Il n'est pas tout à fait de moi, car je l'ai volé dans une planche de sapin. Il ne faudra rien dire. Mais que voulez-vous, quand les arbres et les bois vous dessinent une tête, c'est joliment tentant de voler. » Je conclus cette intervention, parce que c'est extrêmement riche, donc j'ai dû faire des choix absolument drastiques, mais avec cette pratique justement de l'incorporation et de l'appropriation poussée, qu'on trouve déjà chez Gauguin et qui est évidemment poussée à son paroxysme chez Picasso. Et je vous renvoie d'ailleurs à une communication qu'Anne Pinjot avait faite dans ce cadre sur Gauguin à l'occasion du colloque de l'exposition Gauguin alchimiste. Alors, déjà, Gauguin utilisait certains éléments qui l'intégraient évidemment dans ses œuvres. Ici, vous voyez cette coquille qui devient l'auréole de ce dieu, les dents pharagènes de poisson perroquet qui deviennent le râtelier de ce tillis à la coquille, mais beaucoup plus radical et moins connu. Alors, je suis de nouveau bloquée. Je ne sais pas si vous arriverez... Ah, voilà. Ce sont ces statuettes africaines que Gauguin avait dans sa collection, peut-être d'ailleurs achetées à l'exposition universelle de 89, mais ce n'est pas notre sujet. Et en tout cas, une de ces statuettes où on voit que Gauguin a ajouté des yeux, fait la polychromie et surtout signé la statuette, qui est en réalité une statuette africaine du Congo. Et je crois que ça, c'est assez mal connu, mais on voit très bien que déjà chez Gauguin, le fait de s'approprier une œuvre et d'y ajouter sa signature fait œuvre. Et d'ailleurs, parallèle intéressant, c'est aussi une statuette Vili du Congo qui a absolument passionné Picasso quand il l'a découverte chez Gertrude Stein. Je finis donc avec une anecdote, deux anecdotes croisées de Gauguin et Picasso, l'une racontée par Vollard dans ses souvenirs d'un marchand de tableaux qui a peu été remarquée, mais qui est intéressante, je trouve. Vollard raconte un jour que des ouvriers avaient réparé un poêle chez lui. Redon, me désignant un morceau de tôle, me dit « Donnez-le à Gauguin, il en fera un bijou ». Donc on avait déjà cette idée que Gauguin pouvait prendre un objet du quotidien pour finalement se l'approprier et en faire une œuvre. Je fais un saut temporel énorme pour conclure et vous montrer... donc, je ne sais pas si je vais y arriver, mais... Il faut faire un clic court. Ah, oui. Un problème. C'est pas grave. C'était sur mon premier slide. Je voulais vous montrer... merci beaucoup, ça me rassure. Je voulais vous montrer la Vénus de la Compagnie du Gaz, de Picasso, et l'anecdote de cette statue, racontée dans la revue Art en 1945. Picasso nous quitte un moment et revient avec un objet en fer, en métal, une statuette représentant une femme. Quel nom lui donneriez-vous ? Moi, je l'appellerais la Vénus de la Compagnie du Gaz. Et pourquoi ? Parce que l'objet que je vous présente n'est pas une statuette, c'est simplement une pièce de mon fourneau à gaz. Vous trouverez sans doute la même dans votre cuisine. Cet objet peut très bien être le signe d'une femme, et les lignes, les volumes sont harmonieux. Il suffisait de les découvrir, et c'est ce que Picasso a fait.